J'ai un jeu pour vous. Un jeu pour montrer un défaut de fabrication de notre cerveau. Je vous dis 3 chiffres. 2, 4, 8. Ces 3 chiffres, ils suivent une règle. Vous devez trouver la règle. Et pour trouver la règle, vous avez le droit de me dire 3 autres chiffres. Et moi, je vais vous dire si oui ou non, ça correspond à la règle. Alors c'est quoi votre stratégie? La plupart des gens font ça. 16, 32, 64. Donc 16, 32, 64, ça correspond. Ah oui, donc c'était le multiple de 2. Et la règle, c'est pas le multiple de 2. 2, 4, 8, ouais, ce serait à chaque fois de faire le double du numéro qu'on vient de dire. C'est pas la règle. 4, 16, 84. 4, 16, 84, ça correspond à la règle. Ce jeu est inspiré de Veritasium, un de mes youtubeurs anglophones préférés. 1632. 16, 32, and 64. those also follow my rule. Okay. What's the rule? What are you thinking? Multiply by 2. That is not my rule. 10, 20, 40. 10, 20, 40. That follows the rule. Yeah, I'm still multiplying by 2. I know. Ah. I know what you're doing. And yes, it follows my rule, but no, it's not my rule. Essayez de faire vraiment un truc qui va pas du tout correspondre. 190, 20 et 3. Ça correspond pas à la règle. Voilà. 5, 4, 3. No, it does not correspond. C'est trop dans ça. l'ordre croissant, quoi, si on dit des ordres croissants. C'est ça la règle. C'est ça la règle, bravo. Que dès qu'on pense quelque chose, on va tester les choses qui correspondent à ce qu'on pense. Ah bah là, tout à fait, oui. Alors que parfois, il faut aller complètement à contre-courant Oui, mais et ça peut nous donner plus d'infos. On teste quasiment jamais ce qui pourrait prouver qu'on a tort. Ça s'appelle le biais de confirmation. Mais c'est loin d'être le seul défaut de fabrication, notre cerveau a été conçu par l'évolution pour un monde qui n'existe plus. Et aujourd'hui, ces vieux réflexes sont devenus dangereux. Voici les dangers principaux et on regarde aussi les solutions. Ce moment m'a marqué à vie, je pense que vous aussi, moi j'avais 10 ans. Coupe du Monde 2006, finale France-Italie, 7ème minute. Zidane s'avance pour un penalty face à Buffon et fait une panenka. Il effleure le ballon qui touche la barre et rebondit juste derrière la ligne. À 1 cm près, il n'y avait pas but, mais il marque. Coup de génie, sans froid, c'est une légende. Mais maintenant beaucoup plus récent, finale de Coupe d'Afrique des Nations 2025, Brahim Diaz tente le même geste. Cette fois, le gardien ne plonge pas, fait un arrêt facile. Le joueur est moqué dans le monde entier, pris pour un fou, un monstre d'ego. Alors oui, bien sûr, les scénarios de match étaient différents, mais quand même assez semblables, avec une finale importante, et la décision prise par le joueur était la même. Mais comme le résultat était différent, on les a jugés de manière totalement opposée. Évaluer un résultat, c'est beaucoup plus simple. Ça a marché ou non. Et donc notre cerveau, la plupart du temps, choisit cette voie qui est beaucoup plus facile, il faut le dire. Mais dans ce monde qui est de plus en plus complexe, une bonne décision, ça peut quand même arriver à un mauvais résultat, et inversement, une mauvaise décision peut quand même marcher par pure chance. Ça s'appelle le biais de résultat, et le problème c'est que ça s'applique à des enjeux bien plus grands que le sport. Souvenez-vous, décembre 2025, Bondi Beach en Australie. 2 tireurs ouvrent le feu sur une célébration de Hanouka. 15 personnes meurent. Ahmed Al-Ahmed, 43 ans, se jette sur l'un des tireurs par derrière. Il réussit à lui arracher son arme, il prend quand même 2 balles, mais survit. Il a reçu plus de 2,5 millions de dollars de dons, le Premier ministre australien est venu à son chevet, il a eu les félicitations de Donald Trump, du roi Charles, il a eu la clé de la ville, le prix de bravoure national, etc. C'est un héros à juste titre. Mais quelques minutes avant lui, Boris et Sofia Gurman, un couple de la soixantaine, avaient eu le même acte de courage, ils ont essayé de désarmer un tireur, mais ils se sont fait tuer. Eux, on ne connaît pas bien leur nom, on a parlé un petit peu d'eux, mais beaucoup moins qu'Ahmed Al-Ahmed. En fait, la grande différence, c'est la chance et aussi le résultat. Ce biais de résultat, on peut en débattre, mais je le mettrai en catégorie B. À votre avis, quelles sont les premières causes de mortalité dans le monde? Cancer. Guerre La première là qui me vient en tête, c'est un peu dark, mais je dirais le suicide. et avec faim. Le deuxième, je dirais, je sais pas, la malnutrition. Je vais vous montrer 3 causes de mort, classez-les dans votre tête, de celles qui tuent le plus à celles qui tuent le moins. Cancer, terrorisme, maladie cardiovasculaire. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez réfléchir. Voici la réponse. Il faut voir que le terrorisme reçoit 18 000 fois plus de couverture médiatique que son poids réel dans les causes de mort. Et les maladies cardiovasculaires, première cause de mort au monde, reçoivent 10 fois moins de couverture. Les recherches ont été faites aux États-Unis et les médias de gauche comme de droite présentent à peu près les mêmes distorsions. Donc les mêmes surreprésentations et les mêmes sous-représentations. On peut comprendre que notre système d'attention a été façonné par un monde où tout ce qui pouvait nous tuer était visible, bruyant et proche. Un prédateur, une tempête, un ennemi. Maintenant, on a de nouveaux dangers invisibles. 8 millions de morts par an dans le monde à cause de la pollution de l'air. On a aussi les problèmes de sédentarité, de microplastique. Tout ça, c'est des problèmes qui n'existaient tout simplement pas. Et on a du mal à prendre la mesure de ces chiffres parce que c'est des dangers qu'on ne voit pas. D'ailleurs, j'ai aussi fait une vidéo sur l'épidémie de solitude, un autre tueur invisible.
lien en description. Ça s'appelle le biais de disponibilité, donc la tendance à surestimer toutes les informations qui sont facilement disponibles. Et ça, je le mettrai en catégorie C, parce qu'on va voir qu'il y a pire. À votre avis, est-ce que si on quitte l'université, c'est un bon moyen d'avoir une carrière avec du succès? Oui. Moi, je pense que bien sûr que oui, qu'on peut apprendre ailleurs qu'à l'école. Enfin, ça me paraît logique. Je pense que c'est un problème personnel et non pas un problème de diplôme ou pas à l'université. C'est la motivation de chaque être. I think it's very interesting to learn. Les gens qui nous viennent en tête, généralement, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates, 3 des plus grands succès de l'histoire de la tech et 3 personnes qui n'ont pas terminé leurs études. Mais ces 3-là, c'est la partie émergée de l'iceberg. Parce que derrière, il y a des millions de gens qui, eux aussi, avaient un projet, ont arrêté leurs études, mais n'ont jamais percé. Mais on n'en parle pas parce que ceux-là, on ne les connaît pas. Ça s'appelle le biais du survivant, et ce sont généralement ces survivants à qui on se compare. Ce sont ceux qu'on veut copier. Et oui, il y a longtemps, copier le meilleur chasseur du village, c'était une stratégie efficace. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a les données, mais on a encore ce biais, et donc on continue à regarder les survivants. Vous avez peut-être déjà vu ce schéma, pendant la Seconde Guerre mondiale, les ingénieurs militaires voulaient renforcer les avions aux endroits où ils prenaient le plus de balles, mais ce mathématicien, Abraham Wald, a compris que c'était exactement l'inverse qu'il fallait faire. Les avions qui pouvaient étudier, c'était ceux qui étaient revenus. Donc ceux qui avaient pris des balles ailleurs n'étaient eux jamais revenus, ils s'étaient crashés. Il fallait donc renforcer les zones sans impact. C'est un bon raisonnement parce que c'était contre-intuitif. Aujourd'hui, il y a même un double biais du survivant avec les réseaux sociaux. Déjà parce que les algorithmes, Instagram, YouTube, TikTok, poussent les créateurs les plus compétents, ou pour certains types de contenus comme les vlogs, créateurs avec une vie incroyable, des corps parfaits, etc. Donc il y a des milliers d'autres contenus plus normaux qu'on ne voit pas. Et deuxièmement, parce que ces créateurs qu'on voit, ils ne montrent qu'une petite fraction de leur vie. Donc les contenus viraux qui nous sont poussés, c'est vraiment les survivants des survivants. Pour remettre un peu de contexte, le nombre de vues moyenne pour une vidéo dans le monde, sur YouTube, c'est 41. Mais une vidéo qui fait 41 vues, elle nous est pas poussée, donc on la voit pas. Et c'est pour ça que la plupart des créateurs de contenu, on a l'impression d'avoir des petites chaînes parce qu'on se compare à ce qu'on voit, et donc c'est les créateurs qui sont tout en haut. Le biais du survivant, je le mettrai en catégorie C. Regardez cette femme. On lui dit de remplir un simple questionnaire dans cette salle, et là, de la fumée sort de la ventilation. Elle réagit très rapidement et sort comme la plupart des gens. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle faisait partie d'une expérience sociale et on a refait la même expérience, même salle, même fumée, mais cette fois-ci la salle est remplie d'acteurs qui, eux, ne réagissent pas à la fumée. Cette fois-ci, les gens testés regardent les autres, comprennent que quelque chose ne va pas, mais n'osent pas agir. L'expérience a été refaite plein de fois avec des gens tout seuls ou des gens avec une salle remplie d'acteurs, et c'est systématiquement le même résultat. Il y a juste une personne qui, malgré les acteurs, s'est levée, a voulu partir de la salle, mais finalement, en voyant le comportement du groupe, se ravise. Je sais pas vous, mais quand j'ai vu cette expérience pour la première fois, je me suis dit, moi, dans tous les cas, je serais parti, c'est sûr. Mais souvenez-vous des tests d'alarme incendie où on voit que personne n'a réagi et on ne réagit pas non plus. Donc ça peut arriver vraiment à tout le monde. Ça s'appelle l'effet spectateur. Donc pour certains phénomènes, plus il y a de monde, moins il y a de chances pour qu'on se dise « Ah, il faut que j'agisse ». C'est pas parce qu'on ne voit pas le problème, mais c'est juste qu'on imite le comportement des autres, qu'on n'a pas envie de sortir du groupe. Le problème, c'est qu'on a aujourd'hui des dangers d'un nouveau type. Si une personne décide de ne pas agir pour le climat, c'est pas grave, ça change quasiment rien. Par contre, si on est 8 milliards à se dire « c'est pas moi le problème, pourquoi moi je réduirais mes émissions si d'autres pays ne le font pas ?» et bien là, on est foutu. On est donc dans la plus grande salle enfumée de l'histoire. Donc un groupe peut nous faire changer nos comportements, mais ce qui peut même nous faire nier ce qu'on voit de nos propres yeux. J'ai cherché et je suis tombé sur cette expérience, peut-être encore plus troublante. Ce que vous voyez là, c'est une reconstitution d'une expérience des années 50 du psychologue Salomon Asch. Le principe, c'est qu'on montre une ligne modèle à un groupe et 3 options. A, B, C, et tour à tour, chaque personne doit dire quelle ligne a la taille de la ligne modèle. Je vous laisse vous faire votre propre avis. Voici ce qui s'est passé. It's A. You think it's A? I think so. Okay, go to A. 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 It's A. Definitely A. Yeah? Yeah. Okay. I'm going with A. Okay. Time's up. Got your pick? It's A. You're gonna go with the group. Yeah. All right. Great. It turns out the answer to this round is C. En fait, quand les 9 premières personnes qui sont des acteurs donnent la mauvaise réponse, la même mauvaise réponse, la dernière personne est stressée, veut pas sortir du groupe et donc se conforme à l'idée du groupe. Donc oui, l'effet spectateur c'est puissant et ça peut même nous faire nier ce qu'on voit de nos propres yeux. Je le place donc en catégorie A, c'est la deuxième pire catégorie de toutes. Et avant de passer au chapitre suivant, j'en profite pour vous dire que je suis aussi conférencier en sciences et en environnement. J'ai notamment animé récemment les Olympiades internationales de physique. Donc pour une conférence ou animation d'événement, je vous mets mon site en description avec toutes les infos.
Ce psychologue Jonathan Haidt écrit dans son livre The Righteous Mind que notre raison ne fonctionne pas comme un juge, elle fonctionne plutôt comme un avocat. C'est-à-dire qu'on réfléchit pas vraiment pour essayer de trouver la vérité, mais plutôt pour défendre ce qu'on croit déjà. Avec les algorithmes, on reste dans des bulles de filtres qui confirment ce qu'on pense déjà, qui confirment nos croyances, ça on en a déjà entendu parler, mais il y a quelque chose de plus important encore qui est en train de se passer. En avril 2025, un utilisateur de Reddit écrit ce prompt à ChatGPT. Il lui dit qu'il veut lancer une startup qui vend de la merde sur un bâton et qu'il cherche 30 000 $ d'investissement. On est d'accord, ça a l'air d'être une des pires idées de start-up de tous les temps, mais pourtant ChatGPT lui répond que c'est une idée géniale, que ça lui rappelle le style de l'artiste Banksy qui casse les codes et qu'avec 30 000 $, il pourrait aller très très loin. Alors c'est très drôle comme histoire, mais le problème c'est que c'est pas du tout un cas isolé. Cet autre utilisateur a dit à ChatGPT qu'il a arrêté ses médicaments et qu'il entend des signaux radio à travers les murs. Réponse: je suis fier de vous, j'honore votre parcours. Ce problème, c'est ce qu'on appelle celui des IA sycophantes. C'est-à-dire que l'IA a été entraînée avec des retours humains. Quand on lui met un pouce, elle apprend que cette réponse était bonne. Et comme nous, ce qu'on aime, c'est qu'on nous donne raison, eh bien, l'IA apprend que le comportement qui est récompensé, c'est de nous dire ce qu'on veut entendre. On a donc un biais de confirmation, cette fois industrialisé. Et en avril 2025, OpenAI, avec 500 millions d'utilisateurs par semaine quand même, a dû retirer la mise à jour de ChatGPT. Sam Altman, le patron lui-même, avait reconnu le problème. Il y a longtemps, le biais de confirmation, c'était assez utile. Dans un monde dangereux, mieux vaut agir vite plutôt que de passer des heures sur ces hypothèses à douter. Mais aujourd'hui, c'est plus juste notre cerveau qui confirme ce qu'on croit, c'est aussi la technologie qu'on utilise tous les jours qui le fait aussi à notre place. Je mettais donc ça en catégorie A. Et on n'a pas encore rempli la catégorie tout en haut, le S. 15 avril 1912, 23h40, le Titanic heurte un iceberg. Ce qui est beaucoup moins connu, c'est que les passagers ont alors plus d'1 heure pour monter dans les canots de sauvetage. Pendant cette heure, les premiers canots partent à moitié vides. Il y a même certains passagers qui refusent de monter parce que comme le bateau est dit insubmersible, ils refusent de croire que ça leur arrive là, maintenant. On pourrait faire le parallèle aussi avec janvier 2020, quand un virus se propageait en Chine et on entendait « c'est juste une grippe, ça n'arrivera jamais jusqu'en France », comme si on avait un refus de la réalité, des risques, et on connaît la suite. Ça s'appelle le biais de normalité. Alors attention, ça ressemble à l'effet spectateur, mais c'est pas la même chose. L'effet spectateur, c'est quand le groupe vous paralyse, les autres ne bougent pas, donc vous bougez pas. Le biais de normalité, c'est quand votre propre cerveau vous paralyse, même quand vous êtes seul, même quand les preuves sont là. Parce que notre cerveau fonctionne comme une machine à prédiction, il s'attend à ce que le futur ressemble au passé, et la plupart du temps, il a raison. C'est pour ça d'ailleurs que ce système existe, parce que imaginez si chaque bruit, chaque signal déclenchait une panique, on serait mort d'épuisement. Mais le problème, c'est justement quand ce qui se passe ne ressemble pas au passé et que le cerveau refuse de faire la mise à jour de son modèle. Parmi les experts qui alertent sur les dangers de l'IA, on peut prendre quand même une bonne nouvelle, c'est qu'on voit de plus en plus des exemples d'IA qui valident des idées dangereuses, qui renforcent des délires, qui poussent parfois même au suicide. Et donc même si ces exemples sont horribles, la prise de conscience des dangers peut arriver grâce à ça. C'est ce qui, selon eux, pourrait nous permettre de dépasser ce biais de normalité qui est si dangereux. Et ce biais de normalité, c'est celui qui me terrifie le plus, je le mettrai en catégorie S. Et maintenant, je suis prêt à parier que vous vous dites, oui, la plupart des gens ont ces biais, mais pas moi. Et ben ça, c'est un biais aussi. Dès 1980, le psychologue Ola Svensson a montré que 80% des conducteurs se pensent meilleurs que la plupart des autres. Ça atteint même 93% aux États-Unis, alors que c'est mathématiquement impossible. C'est le biais de l'angle mort. Bien sûr, on est là pour vérifier les angles morts. C'est-à-dire qu'on voit très bien les biais des autres, mais on est persuadé que nous, on n'en a pas. Alors on peut pas complètement supprimer tous nos biais, mais déjà on peut apprendre à les repérer, d'où cette vidéo. Et aussi, il y a d'autres solutions. La prochaine fois que vous êtes convaincu par quelque chose, essayez de trouver une source qui dit exactement le contraire. Quand vous êtes convaincu d'avoir raison, est-ce que vous cherchez les arguments qui vont contre votre idée dans la vie de tous les jours? C'est pas certain. C'est pas certain, non. Ou même pour lutter contre les IA sycophantes, demandez-lui de prendre une position qui est contraire à la vôtre. C'est souvent beaucoup plus utile que quand l'IA nous dit qu'on est des génies. Je me souviens, ce type de solution, je l'ai appris pour la première fois en cours de débat. On nous donnait un sujet et on tirait au sort qui devait être pour ou contre. Et je me suis retrouvé souvent à devoir défendre des positions, des avis que je partageais vraiment pas. Et ben ça m'a beaucoup plus aidé que quand je devais défendre mon propre avis quand la pièce est tombée du bon côté, entre guillemets. Mais côté solution, il y a plein d'autres choses qu'on peut demander collectivement. Une éducation aux biais cognitifs dans les écoles, des médias qui contextualisent les risques, des entreprises d'IA qui testent si leurs modèles sont sycophantes avant de les déployer, ce qu'OpenAI a admis ne pas avoir fait, et des algorithmes qui optimisent la diversité et l'utilité des informations plutôt que le seul temps qu'on passe
devant notre écran. Pour ça, il y a d'ailleurs l'outil Tournesol développé notamment par mon ami Lé de Science for All, je vous mets le lien en description. Bref, les pistes de solutions existent, elles sont concrètes et elles sont heureusement assez nombreuses. Oui, le cerveau humain n'est pas fait pour 2026, mais on peut créer un environnement dans lequel il serait bien mieux adapté. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui pense qu'il n'a aucun biais, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt en vidéo ou en conférence.